Chère Nelly, merci à tous, tous ceux qui sont venus là. Voilà donc cette petite manifestation à l'entrée de l'aéroport de Biarritz donc, est organisée par le CAD. Et autour du CAD, c'est une trentaine d'associations et syndicats qui sont mobilisés contre le projet ECO. Alors, le projet ECO, qui est porté par une start-up qui s'appelle Élise Énergie, start-up lyonnaise. C'est un projet d'implantation industrielle sur le bassin de lac pour produire des carburants, biocarburants, carburants décarbonés, tout ça entre guillemets. Voilà. Et donc, ça consiste en l'implantation de 3 entreprises, une qui produirait de l'hydrogène, donc à base d'électrolyse de l'eau, une entreprise qui produirait du e-méthanol et une entreprise qui produirait du e-bio-kérosène. Alors, les objectifs de production que je vais donner, je vais les rappeler puisqu'ils ont été revus par les promoteurs du projet au mois de février. En biokérosène, c'est 87 000 tonnes, ce qui représente 1,5% de la consommation annuelle en France. 50 000 tonnes de e-méthanol, 28 000 tonnes de bio-naphtha, qui est un produit dérivé de la production. Et le coût total de l'implantation de ces 3 usines serait, mais il sera probablement plus élevé, de 2 milliards d'euros. Alors, pour produire ces carburants, les besoins seraient pour l'hydrogène de 60 000 tonnes. 60 000 tonnes, ça nécessite plus de 400 mégawatts de puissance électrique. 400 mégawatts de puissance électrique, c'est un quart, pour vous donner une idée, c'est un quart de la puissance de l'EPR de Flamanville. En utilisant 400 mégawatts de puissance par rapport aux produits qui seront qui sera produit par cet ensemble industriel, ça consommera 2 fois plus que ça ne rendra après d'énergie. Et donc une gabegie énergétique énorme. Ça nécessitera également 6,5 millions de mètres cubes puisés dans le gave de Pau, ce qui représente une augmentation des prélèvements dans le gave de Pau de 56%. Ça nécessitera également 500 000 tonnes de biomasse humide ou 300 000 tonnes de biomasse sèche. Ça représente un danger extrêmement important pour les forêts. Le rayon de prélèvement de la biomasse serait de 400 km autour de lac. 400 km autour de lac, ça veut dire la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, et depuis peu, on a appris que ce rayon passerait la frontière et que donc le prélèvement pourrait se faire jusqu'aux portes de Madrid. On a appris aussi récemment que les promoteurs ayant beaucoup de difficultés à trouver cette biomasse, elle pourrait être importée via le port de Bayonne, dans l'ordre de 10%, et qu'elle viendrait probablement du bassin méditerranéen, qui, comme vous le savez, déborde de bois, ils ne savent pas quoi en faire. Ce projet, il vient se cumuler avec une myriade d'autres projets d'utilisation de bois pour l'industrie dans le Grand Sud-Ouest. Ça représenterait des prélèvements de bois supplémentaires de 3 millions de mètres cubes par an, ce qui représente en coupe rase 14 000 hectares. Sachant qu'actuellement Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont coupés 77 500 hectares annuels, donc plus 14 000.
Ceci au même moment que la forêt subit de plein fouet le changement climatique. Ça se manifeste à travers des incendies, le dépérissement des arbres, une mortalité qui a doublé en 10 ans, la croissance biologique des arbres en baisse de 4% par an, et une baisse très importante de la séquestration du carbone par la forêt. Ça représente un danger extrêmement important aussi pour la biodiversité. Chaque fois qu'on fait des coupes rases, et encore plus quand on dessouche, la forêt perd de la biodiversité, avec le danger que des forêts actuellement pauvres financièrement, mais riches en biodiversité, soient remplacées par de la culture, de la monoculture, comme ça se fait ailleurs. Et dans ce cas-là, on sait que quand il y a par exemple des souchages, alors là, la perte de carbone est plus que doublée, puisqu'en fait la forêt stocke plus dans les sols que dans les parties aériennes. Face à ce danger, d'une part, Élise a beaucoup de mal, effectivement, à fournir un plan de biomasse et prétend se tourner en priorité vers d'autres sources de biomasse. Entre autres, les bois de récupération et les déchets de l'industrie. Alors qu'on sait qu'ils sont, d'une part, difficiles à collecter, et d'autre part, ils ont déjà leur propre filière de récupération. Élise prétend se tourner vers de la biomasse agricole. Il nous parle de noyaux d'olive, de coques de noix de cajou, de sarments de vigne. Je vous laisse les commentaires. Il imagine également des projets, des cultures intermédiaires, du type plantation de miscanthus, ce qui consisterait en un détournement de la fonction vivrière de la terre. Il parle d'exploiter les haies, au même moment où on essaye justement de replanter les haies, et il y a des aides pour cela. On sait par ailleurs que toutes les expériences de production de kérosène à base de biomasse ont échoué. De l'aveu même de Patrick Pouyanné, qui je pense connaît assez bien le sujet, le biokérosène, ça ne marche qu'en laboratoire. Enfin, nous dénonçons le mensonge de la décarbonation. Dans certaines conditions de production, le e-biokérosène produit par Élise Énergie pourrait peut-être correspondre à la réglementation européenne et pourrait dans ce cas bénéficier de crédits carbone. Sauf que la réglementation européenne ne tient pas compte de l'extraction du bois dans la forêt. Pour l'Europe, on peut couper tant qu'on veut, les bois, ça repousse instantanément. Alors qu'on sait pertinemment que pour reconstituer le stock de carbone après un abattage d'arbres, après une exploitation, il faut des dizaines d'années. Si jamais il y a eu coupe rase et dessouchage, ce ne sont pas des dizaines d'années, c'est plutôt de l'ordre du siècle. Alors que la priorité, aujourd'hui, face au changement climatique, c'est stocker du carbone en forêt. Nous avons donc vu que Élise Énergie prétend produire 87 000 tonnes annuelles de kérosène, ce qui correspond à 1,5% de la consommation annuelle en France. L'objectif de l'Union européenne, c'est 70% de carburant, de ce qu'ils appellent carburant d'aviation durable, en 2050. Il faut savoir qu'avec une augmentation annuelle d'environ 3%, et là c'est un chiffre plutôt minimum, hein, on est plutôt entre 3 et 4%, donc avec 3%
d'augmentation annuelle du trafic aérien, en 2050, le trafic aura doublé. Ce qui veut dire qu'au lieu de ces 500 000 tonnes de biomasse humide qui seraient nécessaires en 2027 pour produire 87 000 tonnes, en 2050, c'est 8 millions de tonnes. Sachant qu'on extrait annuellement de la forêt en France 30 millions de tonnes. Donc, la question, ça va être de savoir, au niveau de l'usage du bois, est-ce qu'en 2050, on se chauffera au bois, ou est-ce qu'on partira en avion aux antipodes? Ou est-ce qu'il restera de la forêt? Et est-ce qu'il restera de la forêt? Bonne question. Voilà. Au niveau de l'hydrogène, ça représenterait, on a vu que ça représentait aujourd'hui un quart de l'EPR de Flamanville. Si on devait continuer à produire du carburant de cette façon, ou même à partir de CO2 récupéré, CO2 industriel, rien que la production d'hydrogène, ça nécessiterait 22 EPR deuxième génération. Ce qui est bien au-delà des objectifs de l'État, bien au-delà des possibilités techniques, bien au-delà de l'acceptabilité sociale et écologique. Ça nécessiterait également 600 millions de mètres cubes d'eau. Pour conclure, pour nous, seule une baisse significative du transport aérien peut permettre une réelle décarbonation. Avec, pour nous, une priorité, c'est en finir avec l'aviation d'affaires. Il faut savoir qu'un voyage dans un avion d'affaires, on peut dire un jet privé, voilà, c'est 6 à 13 fois plus polluant qu'un voyage avec un avion de ligne. Voilà, pour finir, j'invite tous ceux qui sont intéressés, il y aura une réunion publique à la maison pour tous d'Anglet ce vendredi à 19 h. Et le 14 juin, une date à noter importante, grande manifestation à Pau. Voilà, il y aura des animations toute la journée et puis un défilé dans l'après-midi. Je vous remercie. Donc, je m'appelle Didier Léché, je suis l'ancien directeur de cet aéroport, ce bel aéroport, qui s'est pas mal modernisé ces dernières années. Alors, ma présence ici est une présence tout à fait personnelle, même si je suis engagé par ailleurs, je suis là à titre tout à fait personnel, pour essayer de démontrer que finalement on peut être, ou avoir été promoteur du transport aérien, ce que je suis toujours, malgré tout en étant, on va dire, modéré et en regardant l'avenir avec beaucoup de prudence et beaucoup de précaution. Les chiffres ont été donnés, donc je ne vais surtout pas en renchérir, sauf en donnant un quand même, qui pourrait illustrer d'une autre manière le propos concernant la question de la quantité de biocarburant qu'on utilisera en 2050, lorsqu'effectivement le trafic aura doublé. Alors de manière assez disparate, suivant qu'on soit en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord, mais peu importe, on arrivera à quelque chose qui sera de l'ordre du doublement d'ici 2045-2050. Il faudra en 2050 disposer en biocarburant pour atteindre les objectifs de décarbonation. Il faudra disposer en 2050 de l'équivalent en biokérosène des énergies fossiles que l'on consomme aujourd'hui. Alors, quand on imagine le volume de barils qu'on utilise uniquement pour l'aviation aujourd'hui, et si on transposait ça en biocarburant, c'est absolument délirant. Je dirais c'est même effrayant si on se passe du côté de la forêt.
Alors, j'ai conscience en étant là aujourd'hui devant vous, surtout avec quelques caméras, des photos et même l'AFP, merci, je suis un petit peu le vilain petit canard dans le monde de l'aviation. Voilà, j'ai pas toujours été, j'ai pas toujours eu cette façon de faire. Je pense malgré tout que l'aviation a un avenir. On ne doit pas opposer, on ne peut pas confondre des objectifs. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du projet ECO. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas de scénario aujourd'hui qui démontre qu'avec le niveau de croissance qu'on attend d'ici 2050, la décarbonation est possible. En tout cas, dans l'atteinte des objectifs qui sont des objectifs partagés maintenant au niveau national, européen et mondial. Il n'y a pas de scénario crédible. Il n'y a donc pas d'autre solution, théoriquement, que de considérer que le trafic aérien doit envisager sa remise en question en intégrant une notion de, je vais employer le terme parce qu'il est là, attention, de décroissance, en intégrant la notion de réduction du trafic, on va dire progressive, et en s'y préparant. Il y a de toute façon d'autres contraintes, en tout cas d'autres obstacles que le transport aérien va devoir rencontrer dans les années qui viennent. La question, évidemment, du climat et de la décarbonation, mais probablement aussi la question de la disponibilité des ressources fossiles. Parce que là, on est en train de parler de chiffres, mais si on regarde la temporalité des choses, et si on veut atteindre les objectifs qui sont fixés pour 2030 puis 2050, on ne sera jamais prêt. Nous ne serons jamais prêts et on risque de rencontrer d'ici là un problème de disponibilité des énergies fossiles. En tout cas, de variation des prix qui feront que le transport aérien sera plus coûteux. Enfin, il y a plein de scénarios possibles. Et donc, il faut s'attendre de toute façon à ce que le transport aérien rencontre d'autres difficultés. Voilà, alors, voilà, je voulais vous dire simplement que je suis là à titre personnel. Je suis heureux de participer à cette campagne d'information, parce qu'il s'agit de ça. C'est vraiment informer le public de manière à ce qu'ils prennent conscience et que toutes ces démarches aujourd'hui, qui sont des démarches qui ont du sens malgré tout, rechercher l'utilisation de biocarburants, c'est pas inintéressant en soi. Ce qui est absolument effrayant, c'est les volumes que ça va représenter et le fait que finalement on oppose une activité dont la nécessité vitale n'est pas reconnue, le transport aérien de loisirs par exemple, on va opposer ça à la vie au travers de la discussion de l'affaire. Voilà, alors je ne sais pas si je vous ai convaincu, en tout cas, voilà, je suis ravi d'être parmi vous. Merci. Un petit mot sur Tartas. Voilà, viens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a parmi les autres projets, qui existent, il y a également un projet à Tartas, qui est un projet de fabrication donc d'hydrogène, de e-safe. Donc ce projet se présente avec un meilleur profil puisqu'il ne va pas capter de biomasse directement, mais par contre, puisqu'il va récupérer les fumées de CO2 de l'usine, et par contre il pose exactement les mêmes problèmes en termes de consommation d'eau, de consommation électrique, et en amont, le producteur d'énergie qui est associé à ce projet qui s'appelle Verso Énergie, qui est issu principalement d'énergéticiens qui viennent de chez Total et autres et qui se sont reconvertis dans ce marché, prétendent pour l'instant alimenter en électricité, donc avec des besoins considérables, les mêmes ordres de grandeur, 400 MW, oui, à partir d'une production photovoltaïque qui, d'après ce qu'ils disent, provient dans leurs annonces, pour l'instant, majoritairement d'agri-photovoltaïsme. Donc là, on n'est pas dans la destruction de forêts, puisqu'ils captent du CO2 déjà consommé, mais par contre, ça pose le problème de la quantité d'énergie et de l'origine de ces énergies, et bien entendu du mix énergétique, là aussi, avec la consommation probable aussi du nucléaire. Donc voilà, il y a également ce projet à 80 km
ici. Ancienne papeterie. Merci beaucoup. Ouais.